Nous avons vu dans le module précédent quels étaient les risques électriques. Le contact direct, le contact indirect, les brûlures, les risques d'incendie et d'explosion. Chacun de ces risques peut être minimisé par l'emploi de protections et attitudes appropriées. Nous l'avons vu, un contact direct est un contact accidentel entre le corps et une pièce habituellement sous tension. Ce contact peut aussi intervenir par l'intermédiaire d'un objet conducteur. La prévention de ce type d'accident consiste à mettre hors de portée ces conducteurs et ces pièces sous tension. Pour cela, 3 moyens. L'éloignement, l'interposition d'obstacles et l'isolation. L'éloignement concerne surtout les lignes électriques. Il faut que le contact, voire l'amorçage pour la haute tension, soit rendu impossible, même par l'intermédiaire d'objets conducteurs, par l'éloignement des conducteurs actifs. Si l'éloignement est impossible à réaliser, la mise hors de portée consistera à interposer des obstacles entre les pièces sous tension et les personnes. Enfin, lorsqu'il est impossible d'assurer l'éloignement et l'interposition d'obstacles, on a recours à l'isolation. On recouvre les pièces sous tension et les conducteurs actifs par un isolant approprié. Cette isolation est fonction non seulement de la tension, mais aussi des dégradations auxquelles elle pourra être soumise. Par exemple, ici, l'isolation est ignifugée, du fait des risques de détérioration par la chaleur. Bien entendu, ces isolations étant toutes plus ou moins fragiles, il faudra régulièrement veiller à leur état. Une isolation trop vieille deviendra poreuse, perméable au courant électrique. Les failles s'élargiront peu à peu et l'isolation ne sera plus assurée. Veillez à la manipulation des conducteurs isolés. Ils sont plus fragiles qu'on ne pense. Ne rafistolez pas les conducteurs dénudés, remplacez-les. Avec le temps, le Chatterton peut durcir et devenir conducteur. Il peut aussi être trop fin pour la tension de l'installation et trop peu résistant vu l'utilisation que l'on veut faire du conducteur. Attention à la présence d'eau, elle entraîne la disparition des propriétés isolantes. Enfin, bien entendu, si vous avez à intervenir sur une installation électrique, ne serait-ce que pour changer une ampoule, coupez l'alimentation générale avant d'entreprendre quoi que ce soit. Nous l'avons vu, un boîtier, une carcasse d'appareil peut avoir été accidentellement mis sous tension. À ce moment, il suffit que votre corps établisse le contact entre le boîtier et la terre pour boucler le circuit mortel. Dans ce cas, la prévention consiste à relier toutes les carcasses des appareils à la terre par l'intermédiaire d'un conducteur de protection. Le courant aura une voie privilégiée pour s'échapper et n'inquiétera pas la personne si sa résistance est supérieure à celle de la prise de terre. Faut-il encore que la prise de terre soit connectée et en bon état. Un appareil muni d'une borne terre doit toujours être branché sur une prise pourvue d'une broche terre, car si cette borne existe, c'est qu'un risque de contact indirect existe aussi. De plus, il faut que la prise de terre soit efficace.
Il est facile de comprendre que plus sa résistance sera faible, plus son efficacité sera grande. En milieu industriel, les terres devront être souvent contrôlées. En milieu domestique, leur installation devra être réalisée par un professionnel. En effet, l'utilisation des canalisations d'eau, comme on le voit encore souvent, est extrêmement dangereuse. Imaginez que cette canalisation fasse office de prise de terre. Le voisin du dessous intercale un tuyau en plastique. La terre n'existe plus ni chez vous, ni chez votre voisin. Et vous n'en savez rien. Si l'utilisateur est relativement protégé des contacts indirects par la mise à la terre des appareils, il n'en reste pas moins qu'un écoulement de courant à la terre est une situation anormale. Il existe un défaut d'isolation quelque part, cette situation ne peut être que dangereuse. Il existe un dispositif très répandu qui permet de couper l'alimentation d'un circuit où ce genre de défaut se manifeste. C'est le disjoncteur différentiel. Quel est son principe de fonctionnement ? Dans le mot différentiel, il y a le mot différence. La totalité du courant électrique qui entre dans un circuit en bon état par la phase doit ressortir par le neutre. Le disjoncteur différentiel a pour fonction de comparer l'intensité entrante et l'intensité sortante. S'il entre plus de courant qu'il n'en sort dans un circuit, c'est qu'il y a une perte de courant quelque part. Il y a une fuite. Dès qu'un déséquilibre apparaît, le disjoncteur différentiel coupe automatiquement l'alimentation du circuit. Donc, si, comme on dit, ça disjoncte, au lieu de vous efforcer à réenclencher le dispositif, prévenez une personne compétente. Il y a sûrement un défaut quelque part. Signalons les installations à très basse tension de sécurité qui sont obligatoires dans l'industrie pour travailler dans les zones très conductrices. Tension inférieure à 50 volts, à 25 volts ou à 12 volts, suivant que les zones sont conductrices ou très conductrices. Comme pour les risques de contact direct, il est primordial de couper l'alimentation générale pour tout travail, si anodin soit-il, sur une installation électrique. En règle générale, les précautions à prendre pour les risques de contact direct sont valables pour les risques de brûlure, puisqu'une électrisation s'accompagne toujours de brûlure. Si la mise hors tension de l'installation est impossible, et que vous êtes habilité à travailler dessus, des précautions au niveau de l'équipement individuel doivent être prises. En effet, des gants, des lunettes et des vêtements difficilement inflammables vous protégeront contre la chaleur et les projections provoquées par un éventuel court-circuit. Le risque d'incendie vient principalement de la surchauffe d'un conducteur suite à la circulation d'une trop forte intensité de courant pour la section de ce conducteur. Cela peut venir d'un mauvais choix de conducteur, d'une connexion mal réalisée ou de l'utilisation d'un récepteur trop puissant. On prévient ce risque essentiellement par l'utilisation de fusibles et de disjoncteurs. Dès que l'intensité est trop forte dans le circuit, le fusible fond ou le disjoncteur coupe l'alimentation. La section du conducteur de chaque fusible étant judicieusement choisie pour qu'il fonde dès que l'intensité atteint un seuil considéré comme limite, on comprend le danger qu'il y a à remplacer ce fusible par n'importe quoi. De même, si le disjoncteur coupe l'alimentation du circuit, il faut immédiatement penser au défaut qui a occasionné ce déclenchement et non pas s'acharner à le réenclencher. Dans certaines industries, des risques d'explosion sont souvent présents.
Ces zones sont équipées de matériel approprié, notamment du matériel appelé antidéflagrant. N'ouvrez pas ces appareils, vous réduiriez à néant toute protection. Vous vous trouvez face à un électrisé. Ne confondez pas vitesse et précipitation, vous devez respecter les 3 étapes suivantes, d'ailleurs communes à toutes les actions de secourisme. Protéger, faire alerter, secourir. L'électrisé est encore en contact avec le conducteur, il est porté au potentiel de l'installation. Et si vous le touchez, vous serez électrisé à votre tour. Interdisez à quiconque de toucher le blessé et coupez au plus vite le courant, soit en débranchant la prise qui alimente le récepteur ou le conducteur, soit en mettant l'installation hors tension. Si vous n'avez aucune possibilité de couper le courant, isolez-vous du sol et dégagez le contact entre le blessé et le conducteur à l'aide d'une perche isolante. Par exemple, un manche à balai sec en bois ou en plastique. Pendant ce temps, faites alerter les secours de l'entreprise ou les pompiers par le 18. N'oubliez pas de faire préciser que le blessé est un électrisé. Donnez l'adresse exacte du lieu où vous vous trouvez. Lorsque le blessé n'est plus en contact avec le courant, vous pouvez commencer le bouche à bouche si l'électrisé ne respire plus. Patrick? Oh merde! Non, ne le touche pas! T'appelles les pompiers, tu fais le 18. N'oublie pas de donner l'adresse. Ok. Allô, les pompiers? Il y a un copain qui a pris le courant. Il est inconscient. On est au 4 avenue Pasteur, 2e étage droite. Oui, c'est ça. On commence le bouche à bouche. On vous attend. Dégrafez col et pantalon. Et nettoyez l'intérieur de la bouche pour éviter l'étouffement par un éventuel objet, comme un dentier, un chewing-gum, une dent cassée, etc. Inclinez la tête en arrière comme ceci afin de dégager la langue qui risque d'obstruer les voies respiratoires. Bouchez le nez afin que l'air insufflé ne ressorte pas. Ouvrez largement la bouche et soufflez. Le ventre et le thorax du blessé doivent se soulever à chacune de vos insufflations. Il est impératif de continuer le bouche à bouche jusqu'à l'arrivée des secours. C'est une question de vie ou de mort pour l'électrisé. Si votre intervention a lieu dans la minute qui suit l'accident, vous avez 95 chances sur 100 de sauver la victime. Après 4 minutes, il ne vous reste qu'une chance sur 2. Au-delà de 6 minutes, il ne restera qu'une chance sur 100 de ranimer la victime. Bien entendu, ce genre de situation est extrême. Mais l'électricité tue encore beaucoup trop, aussi bien au travail qu'à la maison. Pas de souliers, les outils, pas isolés. Attention à l'accoutumance. Le danger est d'autant plus sournois que vous le côtoyez tous les jours. De votre attitude dépend non seulement votre sécurité, mais aussi celle de votre famille et de vos collègues de travail. Une odeur de brûlé, un conducteur dénudé, signalez-le. Une sensation de picotement quand vous touchez un appareil, la carcasse est probablement sous tension. Vous avez, comme tout le monde, pris un jour une châtaigne. Il aurait suffi que les conditions vous soient ce jour-là légèrement défavorables pour que vous ne soyez pas aujourd'hui en train de regarder ce programme.